Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 14 septembre, voici vos titres. La réunion du comité scientifique de la Fondation Prince Albert II vient d'avoir lieu. De son côté, le Monaco Press Club a convié Jean Castellini. KTO ouvre une association en principauté. Frédéric Elion et Serge Prémont reviendront sur le parcours de la Roca Team en Turquie. Et en football, conférence avant le match qui opposera Toulouse à Monaco. Notre invité du week-end, l'ambassadeur du Canada en France et à Monaco à l'occasion de l'inauguration du consulat. Je vous le disais en titre, un événement important figuré dans l'agenda de la Fondation Prince Albert II, la réunion du comité scientifique au Novotel. Une réunion qui aura permis de présenter divers projets. Vanessa Dessy vous livre plus de détails. Préserver la biodiversité des forêts tropicales, promouvoir la conservation durable des récifs coralliens ou encore renforcer le réseau d'acteurs européens contre la pollution plastique marine. 37 projets ont été soumis pour avis au comité scientifique et technique de la Fondation Prince Albert II. Parmi eux, un projet qui soutient la municipalité du Grand Irbid en Jordanie, la réalisation d'une unité pilote de gestion durable des déchets. C'est un projet très emblématique que va soutenir la Fondation parce qu'il a un côté humanitaire qui est relié à la présence très importante de réfugiés syriens en Jordanie et un côté environnemental avec l'utilisation de l'énergie solaire photovoltaïque pour faire tourner des machines destinées au tri et au recyclage des déchets solides que toute cette population de réfugiés produit chaque jour. Et par conséquent, c'est j'appellerais ça typiquement un projet de développement durable parce qu'il a à la fois la composante environnementale et la composante sociale. La réserve marine des Galapagos est l'un des derniers endroits au monde ayant une forte densité de requins. Elle fournit un habitat important de diverses espèces menacées du Pacifique Est. La zone affiche la plus grande biodiversité de cette région tropicale. La plupart des projets qui ont été présentés là, au cours de cette session du Conseil scientifique concernaient des grands pélagiques, requins-baleines, les raies mantas, etc. Sont les requins à licorne aussi, les marteaux à licorne, etc. Ce sont des espèces qui voyagent beaucoup et donc ils se déplacent dans le monde entier. Et donc le problème crucial, c'est d'essayer de trouver des moyens d'empêcher les pêcheurs de les ravager. Un des projets qui a été très intéressant, ça a été de protéger la route maritime qui est empruntée par ces espèces qui voyagent des îles Cocos jusqu'aux îles Galapagos. Et alors là, il se trouve que, heureusement, cette route qui est relativement longue se trouve juste dans des zones de ZEE, exclusive, économique exclusive, des deux États concernés. Et donc, il y a une possibilité, effectivement, que si les deux États se mettent d'accord pour contrôler, ils pourront contrôler parce qu'il n'y aura pas de gap juridique entre les deux. Le comité d'administration de la Fondation Prince Albert II validera les projets retenus le 3 novembre prochain. Et vous le savez, nous vous en avons parlé à plusieurs reprises. Le prince souverain était en voyage officiel du côté de la Chine il y a encore quelques jours. Le prince souverain qui a notamment visité le centre de conservation du Tigre de l'Amour, géré par le WWF, dont les initiatives de conservation de l'espèce, menées avec le soutien de sa fondation depuis 2011, ont permis de tripler la superficie de l'aire protégée servant d'habitat aux populations de tigres, le tout en renforçant la surveillance et la lutte anti-braconnage. Alors qu'en 2011, il ne subsistait pas plus de 20 individus, soit un dixième seulement de la population présente dans les années 50. La Fondation Prince Albert II s'est engagée avec le WWF International pour la préservation de ce tigre de l'amour, une collaboration toujours en cours aujourd'hui qui s'est renforcée avec la phase 2 du projet de soutien dont l'ambition est de contribuer à atteindre l'objectif global de restaurer d'ici 2020 les populations des grands félins d'Asie et leur habitat dans l'écorégion d'Amur-et-Longue. Retour en principauté où le Monaco Press Club a également fait sa rentrée avec comme invité Jean Castellini qui a pu répondre aux nombreuses questions des journalistes. Sur place, Fabien Bonilla, Orazio Gagino et Clélia Renaud pour vous.
Le bilan de la fréquentation estivale, les travaux et le budget du nouvel hôpital, le dossier des jardins d'Apolline, l'extension en mer, les futurs investissements, la Smart City et les nouvelles technologies. Voici les thèmes entre autres abordés lors de ce Monaco Press Club. Le ministre des Finances et de l'Économie a répondu aux questions des journalistes présents ce vendredi matin à l'hôtel Métropole. Jean Castellini a présenté le visage du Monaco de demain. Ce Monaco de demain, sur lequel en effet on travaille aujourd'hui, dans mon rôle de conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie, je le définirais comme un Monaco ambitieux, un Monaco ouvert sur l'innovation, mais un Monaco réaliste à travers les moyens budgétaires dont il dispose et notamment le fait que des finances publiques saines, des budgets excédentaires devraient continuer à rester la norme. Ayons les moyens de nos ambitions, certes, mais n'envisageons peut-être que ce que nous pouvons nous permettre. Le visage du Monaco de demain se dessine aujourd'hui et une question se pose au vu des différents chantiers actuels et des imprévus, tels que le dossier des jardins d'Apolline ou par exemple du nouvel hôpital. Est-ce que Monaco possède des finances suffisamment saines pour atteindre ce Monaco de demain ? J'ai envie de vous répondre, Dieu merci, oui, parce que les dossiers que vous évoquez sont des dossiers compliqués. Ce sont des dossiers avec notamment ceux qui relèvent du domaine du logement, ont des conséquences humaines et sociales qui doivent nous préoccuper encore davantage que les conséquences financières, mais que nous avons aujourd'hui les moyens financiers pour relever ces défis qui sont autant d'imprévus non souhaités et que, en revanche, nous faisons tout au niveau interministériel, au niveau de tous les services du gouvernement et pas seulement du département des finances, pour éviter qu'ils se reproduisent. Nous voulons livrer des chantiers en temps et lieu avec des financements maîtrisés, sans quoi en effet le visage du Monaco de demain pourrait être négativement impacté si nous n'avions pas les moyens de nos ambitions et les moyens de faire face aux imprévus. Pendant près de 2 heures, Jean Castellini a répondu aux questions lors de cette conférence organisée par le Monaco Press Club. Le Monaco Press Club qui vient de faire sa rentrée et lance ainsi sa nouvelle saison. KTO Monaco vient d'être officiellement lancée. L'association a pour objectif de favoriser le rayonnement de la chaîne sur tout le territoire monégasque. Vanessa Dessy a pu s'entretenir avec son président. On crée KTO Monaco en grande partie parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des tas de choses intéressantes qui se passaient à Monaco. Notamment l'intérêt que porte la principauté, et particulièrement le prince de Monaco, à l'environnement, aux problèmes de bioéthique, à tous ces problèmes qui touchent absolument les objectifs de KTO, puisque pour nous, le centre de notre chaîne, c'est l'homme. C'est l'homme avec son devenir, la préservation de la planète, etc. Et nous nous sommes rendus compte qu'au fond, il fallait créer quelque chose ici qui fasse le relais. Nous ne vivons que de dons. C'est ce qui nous donne d'ailleurs ce sens de la précarité qui est très important et nous rend plus proches de tous les gens dont nous nous occupons, parce que nous n'interviewons pas que des gens de grand niveau économique, nous sommes partout en Afrique, dans les différents pays du monde. Aujourd'hui, le monde est en perte de repères dans tous les domaines et je pense que donc on a une mission forte pour recentrer un certain nombre des priorités. Vous avez pu les suivre en direct sur Monaco Info. Les joueurs de la Roca Team sont en ce moment même en Turquie, à Antalya précisément, afin de disputer un tournoi de préparation. Frédéric Elion, qui est sur place afin de les suivre, dresse un premier bilan après les 2 premiers matchs. En Turquie, à Antalya, la Roca Team se mesure aux meilleures équipes européennes pour peaufiner sa préparation avant la reprise du championnat le 23 septembre face à l'Asvel. Avec au programme du très lourd pour commencer, le CSKA à Moscou, l'une des plus grosses cylindrées européennes, vainqueur de l'Euroleague il y a 2 ans. Puis Banvit, l'ancienne équipe du coach monégasque Sacha Filipovski, qui contrairement à la Roca Team, présentait une équipe au complet. Verdict 2 défaites, de 11 points face aux Russes et de 23 face aux Turcs. C'est très dur, hein. De toute façon on savait à quoi s'attendre en venant ici. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on continue à travailler, parce que on est venu chercher un petit peu d'expérience en venant se frotter aux grosses écuries européennes. Donc après, c'est vrai que c'est des défaites qui sont lourdes,
On n'a pas l'habitude, mais je pense que ça doit faire partie de notre apprentissage. Donc on est en pré-saison. Les erreurs qu'il faut faire, qu'on fait, il faut les faire maintenant. Parce que c'est des matchs qui, entre guillemets, ne comptent pas. Donc il faut qu'on apprenne de ces matchs-là et de ces équipes-là, tout simplement. Monaco dispute cette Gloria Cup sans vrai meneur de jeu. Nidam est en sélection, tout comme Lacombe et Kikanovic. DJ Cooper est parti. Sacha Filipovski a amené un effectif de 9 joueurs, ce qui limite les rotations. Mais cette Gloria Cup permet au groupe de progresser face à une forte adversité. Dernier match dimanche face à un adversaire à déterminer. Une chose est sûre, ce sera une équipe d'Euroleague. Maybe will be FS, maybe will be Tofaş, so I don't know. They are very good. They are very good teams. Ce sera soit contre l'Efes Istanbul, soit contre Tofaş, on ne sait pas encore. Ce sont de très bonnes équipes, ce qu'on veut, c'est progresser. Jeudi contre Banvit, nous avons fait un bon départ, on a mené de 9, 10 points, mais ensuite on n'a pas réussi à garder une haute intensité. Ils nous ont pressés pendant 40 minutes et sans nos deux meneurs, c'est difficile de bien organiser le jeu. Mais on va tout donner, se servir de ce dernier match pour encore progresser, car c'est mieux de jouer des matchs plutôt que de s'entraîner à 4 contre 4 à cause des absences. Because, like I said, it's better to play a game than to practice 4 on 4. Avant dimanche et ce dernier match, place aux soins, les organismes sont fatigués. Ce vendredi, la journée est un peu plus light, avec au programme stretching et récupération. Sport toujours, mais du football à présent avec le championnat de Ligue 1 qui se poursuit et les Rouges et Blancs en rendez-vous à Toulouse. Comme d'habitude, Émilie Rousseau a suivi la conférence qui précède justement cette rencontre afin de rassembler plusieurs réactions pour vous. Écoutons-les. Nous ratons beaucoup de choses, n'est pas pour hasard, nous avons seulement 4 points. Nous sommes les équipes qui arrivent moins à la surface de l'adversaire. Pour la Ligue, il y a aussi qui donne plus de transition adversaire. Pour ça, nous avons besoin de faire attention. Ça revient avec la culture tactique, avec l'expérience. Et pour ça, important, c'est tout le monde mettre pour la tête qu'il a besoin de travailler plus et mieux pour grandir le plus vite possible. Quand je joue, c'est pour gagner, pour m'investir à 100%. Après, tout dépend de l'évolution du match. On peut avoir un carton rouge, une baisse de forme, une petite déchirure, une petite douleur. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, moi, je souhaite effectuer un gros match comme j'ai toujours voulu faire. Après, il y a la réalité du match, l'histoire du match, donc on verra. Mais je ne veux pas me dire, oui, il faut que je sois comme l'année dernière ou il y a 2 ans, mais mon objectif, c'est d'être à 100%. On va jouer contre une équipe très costaud défensivement, une équipe avec une bonne transition offensive. Il est devant le championnat, avec une équipe athlétique aussi, avec beaucoup de taille, beaucoup d'engagement dans le duel. Et ils ont besoin de faire attention, ils ont besoin de jouer pour les 3 points, parce que nous ne pas prendre le risque de laisser beaucoup d'avantages à les équipes devant. Voilà, et nous allons à présent rejoindre notre invité du week-end, l'ambassadeur du Canada en France et à Monaco, à l'occasion de l'inauguration vendredi soir du nouveau consulat du Canada en Principauté. Madame l'ambassadrice, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous accorder ces quelques minutes sur Monaco Info. Une toute première question, assez naturellement. Quel regard portez-vous justement sur l'inauguration de ce consulat? Alors on peut le dire ici pour le situer au cœur du quartier de Fontvieille. Un moment important dans la relation entre Monaco et le Canada, près de 10 ans de partenariat et d'échanges diplomatiques avec Monaco. Un moment joyeux et heureux pour le Canada d'accueillir au sein de l'équipe de la diplomatie canadienne une nouvelle consul honoraire, donc Caroline Pratt, qui se joint à nous et qui va déployer autant de passion et d'énergie et d'efforts pour, je vous dirais, enrichir et solidifier la relation entre Monaco et le Canada et, d'abord et avant tout,
pour prêter renfort et service aux Canadiens qui sont chez vous et qui ont souvent besoin d'aide, d'informations et bien sûr à tous ceux et celles qui voudront visiter nos bureaux. C'est vrai que les missions principales du consulat sont basées sur cette aide apportée justement aux Canadiens? D'abord et avant tout, et ou à ceux qui veulent visiter, voyager vers le Canada. On espère ne pas devoir aider des Canadiens dans le besoin ou dans des situations de crise, mais nous sommes là 24 heures, 7 jours semaine pour aider bien sûr les Canadiens, mais également les Monégasques qui voudraient découvrir notre magnifique pays. Un magnifique pays qui est très vaste, hein, parce qu'il faut le rappeler. Il faut le rappeler, vous avez 2 km² et le Canada est le 2e plus grand pays au monde après la Russie. Et c'est vrai qu'on pense souvent à la côte Est, mais après, on va jusque, bien sûr, à la côte Ouest avec Vancouver, hein, notamment. Oui, voilà. Donc, votre prince est un très bon ambassadeur pour le Canada. Vous le voyez souvent visiter la côte Est. On l'accueille très souvent à notre grand honneur au Québec, où il y a des liens d'amitié. Mais vous avez aussi raison de parler de, premièrement, l'Ontario, qui est quand même une province importante, avec une communauté francophone grandissante. D'accord. Il y a les 3 provinces de l'Ouest, donc l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba. Et tout au fond, à l'Ouest, il y a la Colombie-Britannique. Souvent, à Paris, j'explique que de prendre l'avion pour me rendre à Vancouver à partir de Montréal, c'est aussi long, voire plus long que de me rendre à Paris. Que la traversée de l'Atlantique, voilà, alors. Ouais. Ah, c'est intéressant une image comme comparaison. Qui marque... C'est une belle image parlante. Nous avons parlé des missions et des objectifs du consulat. Est-ce qu'on peut profiter justement de cet entretien pour rappeler aussi les grandes missions ou objectifs que vous poursuivez en tant qu'ambassadeur? Oui, à titre d'ambassadrice, je suis arrivée, il faut que vous le sachiez, je ne suis pas une diplomate de carrière, alors je suis une femme d'affaires, j'arrive du secteur privé. C'est extrêmement rare que des gens du secteur privé sont nommés dans des postes de diplomate ou d'ambassadeur ou d'ambassadrice. Donc, j'arrive bien sûr avec une volonté d'enrichir nos liens commerciaux, autant avec Monaco qu'avec la France. Également, toute la question du partage des valeurs que Monaco et le Canada ont, entre autres l'état de droit. Également, ce qu'on partage autour du multilatéral, et particulièrement à l'ONU. C'est important de s'allier avec Monaco et bien d'autres pays parce que, vous le savez très bien, et on le ressent, la montée du populisme de droite et de gauche, certains pays qui veulent fermer leurs frontières, pas nécessairement et uniquement face aux migrants, mais face aux idées libérales. Alors, il est important de faire entendre notre voix et des duos comme Monaco et Canada peuvent avoir un impact important sur la scène mondiale. Donc, côté commercial, géopolitique, le multilatéral est un sujet qui me tient grandement au cœur, c'est-à-dire l'égalité homme-femme. Je ne croyais pas, à titre d'ambassadrice, être aussi active sur le front de ce dossier comme je l'ai été dans mes 20 dernières années au Canada. Je me déclare moi-même une activiste sur le sujet de l'égalité homme-femme et j'ai trouvé, dès mon arrivée et en France et à Monaco, écho sur ce sujet. J'ai eu d'ailleurs de très bonnes conversations avec le ministère des Affaires internationales ici à Monaco sur le duo Canada-Monaco et la force de frappe qu'on peut avoir sur ce sujet de l'égalité homme-femme, particulièrement dans les pays en voie de développement. On se trouve souvent, Monaco et le Canada, sur les mêmes territoires, entre autres en Afrique, et on le sait très bien, on peut avoir un impact réel lorsqu'on coordonne pas seulement nos dollars, mais également nos visions et nos actions. Dollars et euros, du coup.
Voilà, voilà. Alors, un autre volet, je crois, qui a été aussi évoqué lors de la visite du prince Albert II au Canada avec Justin Trudeau. Alors, je crois que les anglophones disent Justin Trudeau, Non, en fait. Justin. Non, Non. Justin, Je voilà. dis toujours à la blague qu'il y a un chanteur américain qui s'appelle Justin Bieber et nous, on a un premier ministre qui s'appelle Justin Trudeau. Voilà, comme ça, le voile est levé. La protection de l'environnement a été aussi importante lors de cette visite. C'est aussi une thématique qui vous tient à cœur en tant qu'ambassadrice? C'est entre autres ce qui lie les deux chefs et les deux, votre prince et notre premier ministre. La volonté de faire différemment et de faire mieux sur le front de l'environnement et entre autres pour les océans. Vous savez que cette année, le G7 était sous la présidence du Canada et nous avons spécifiquement choisi le sujet des océans sous l'angle de l'environnement, être discuté au G7. Lors de la visite officielle du prince Albert au Canada en mai dernier, il y a eu de très bonnes conversations entre le premier ministre et le prince sur le sujet, les priorités également, mais encore une fois, les actions concrètes que Monaco et Canada peuvent poser ensemble pour changer la direction des choses. Une dernière question, même si vous avez un petit peu commencé à l'évoquer au début de cet entretien. Est-ce que l'idée, alors là on a parlé de protection de l'environnement, vous parliez précédemment aussi d'égalité homme-femme. Est-ce qu'à vos yeux, l'objectif c'est aussi peut-être de se tourner de plus en plus vers la jeunesse pour justement aider les jeunes et pourquoi pas peut-être justement aider de jeunes monégasques qui voudraient aller par exemple étudier au Canada? Déjà que le Canada est une terre d'accueil importante pour les étudiants et on n'en accueillera jamais assez d'étudiants chez nous. Donc, ce serait une excellente nouvelle de voir le nombre de vos étudiants choisir le Canada comme terre d'accueil et terre d'études. Moi, j'y crois beaucoup à l'implication des jeunes et pas seulement de les accueillir au Canada, mais de les voir s'impliquer dans les conversations internationales. Et j'ai souri lorsque vous m'avez posé la question parce que j'ai décidé de faire du mois de septembre le mois pour découvrir la jeunesse. Et pas seulement à Monaco, mais également en France. Et le message que je livre aux jeunes, après avoir vécu le G7 de cette année, j'y étais physiquement à Charlevoix. Ça fait 2 ans. L'année passée, on a qualifié le G7 d'un G6+1. Cette année, c'était un G7. Les 7 pays y étaient. Mais quand même, on a perdu le modus operandi d'auparavant où les 7 leaders étaient des 7 amis rentrés dans un salon avec des conversations avec énormément de collégialité. Même si le modus operandi a changé, je crois à ce que le G7 doivent survivre. C'est un forum important, mais ce que je dis aux jeunes, c'est qu'ils ont une opportunité d'entrer dans ces cercles qui étaient plutôt éloignés et d'influencer la réflexion et la vision qu'on veut donner et moderniser à ces forums comme le G7. Et je dis ça parce qu'il y a une entité qui s'appelle, bon, en France ou à Monaco, on dit le Y7, mais au Canada, on dit le Y7. Mais il y a ce forum où on attire des jeunes de tout secteur, de tout milieu qui s'intéressent à la politique internationale et je les motive et je les incite à continuer leur implication et surtout de multiplier leur curiosité. Ah bien, écoutez, Madame l'ambassadrice, on terminera sur ces jolis mots d'espoir et on espère justement que la jeunesse vous entendra à travers les écrans. Merci encore. Merci. Merci. Voilà pour cet entretien réalisé dans les locaux donc, de ce tout nouveau consulat. Image d'ailleurs de l'inauguration à suivre dès lundi 19h dans votre journal. Retrouvez à présent vos prévisions météo. Le temps sera variable en début de week-end, partagé entre nuages et éclaircies qui couvriront petit à petit le ciel monégasque. Il fera 20 degrés au lever du jour et 24 degrés l'après-midi. Cette période instable sera de courte durée puisqu'un franc soleil est annoncé pour dimanche. Nous gagnerons 1 degré au thermomètre. Le début de semaine sera tout aussi lumineux malgré la présence de nuages, de beau temps.
Le vent commencera à se lever à partir de mardi. Les températures seront stationnaires avec un maximum de 26 degrés prévu jeudi. L'été se poursuit en principauté. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. Patricia Navarro vous propose une série de magazines consacrés à Monaco Tech. Premier numéro aujourd'hui consacré donc tout naturellement à la naissance de Monaco Tech. À très bientôt.